Falaise, 1386. Imaginez la scène. La place du château, bondée, une foule frissonnante, des milliers de voix qui hurlent. Au milieu de ce chaos médiéval, une bête, vêtue d'une sorte de parodie d'habits humains, est traînée dans la poussière. Le bourreau, grave et solennel, lui attache des gants blancs aux sabots, lui passe une veste de toile grossière, puis l'envoie au bout d'une corde, prête pour l'exécution. Son crime ? Avoir dévoré un nouveau-né. Le coupable ? Une truie. Non, ce n'est pas une blague macabre sortie d'un manuscrit enluminé. C'est un procès en bonne et due forme, un vrai de vrai, avec des juges, des témoins, un greffier et une sentence de mort. Ça vous semble absurde ? Accrochez-vous, car c'est là que l'histoire devient vraiment fascinante. Tout commence dans une ruelle étroite, typique de ces villes médiévales où l'hygiène n'était pas exactement une priorité. Une mère, probablement débordée par les 1001 tâches de son quotidien, dépose son enfant quelques secondes, le temps de faire une course rapide ou de vaquer à une besogne urgente. Et là, c'est le drame. Un porc errant, affamé, attiré par les odeurs des égouts et des détritus, surgit. En un instant, l'impensable se produit. La bête mord, tue, dévore une partie du nouveau-né. L'horreur est totale, la communauté est sous le choc. Mais ce qui suit est ahurissant, même pour l'époque. On n'eut pas l'idée de simplement abattre l'animal. Non. On l'arrête, on l'enchaîne, on le jette au fond d'un cachot, comme on le ferait pour le pire des criminels. Pour les habitants de Falaise, la truie n'a pas seulement commis un acte violent, elle a franchi une ligne rouge sacrée. Elle a souillé l'image de l'homme, cette créature de Dieu, en s'attaquant à un innocent. C'est plus qu'un meurtre, c'est une transgression de l'ordre divin. 9 jours plus tard, dans l'église Saint-Gervais, la petite cour de justice se réunit. Ce n'est pas une affaire anodine, l'évêque délègue un juge laïque, le curé assiste, et les témoins, encore sous le coup de l'émotion, racontent leur version des faits. On prend l'affaire tellement au sérieux qu'on évoque même l'idée de légitime défense pour l'enfant, comme si la truie avait pu agir en réponse à une provocation. Une aberration pour nous, mais une preuve de la gravité de l'accusation pour eux. Le verdict tombe, sans appel, la truie est coupable de meurtre avec préméditation. La peine ? Capitale, bien sûr. L'exécution ? La pendaison par les pattes arrière, précédée d'une mutilation du groin. Pourquoi le groin ? Pour l'exemple, nous dit-on, une humiliation supplémentaire pour l'animal et un avertissement pour tous. Le bourreau, payé pour cette besogne comme il le serait pour l'exécution d'un humain, accomplit sa tâche. Le cadavre de la truie est ensuite exposé publiquement pendant 2 jours. L'idée ? Refroidir les ardeurs des autres porchers, bien sûr, mais aussi, et surtout, marquer les esprits et réaffirmer l'ordre. Un rituel aussi macabre qu'étrange. On décroche la corde, on change de province, mais l'absurdité judiciaire, elle, reste bien accrochée. Le cas de Falaise est loin d'être unique. Ces procès d'animaux, aussi surprenants soient-ils, étaient en fait monnaie courante au Moyen-Âge, surtout en France. On estime que les cochons étaient impliqués dans près de 90% de ces affaires judiciaires. Pourquoi les cochons ? Parce qu'ils erraient librement dans les villes et villages, véritables éboueurs vivants, et par conséquent, ils étaient souvent au cœur des accidents avec les humains, notamment les enfants laissés sans surveillance. Savigny-les-Beaunes, 1457. Même scénario glaçant. Un gamin de 5 ans, une truie et sa portée. Sauf que cette fois, la cour décide d'aller encore plus loin en jugeant aussi les petits porcelets. Le résultat ? La mère est pendue, comme à Falaise. Les cochons, eux, sont épargnés, par clémence, comme si la justice pouvait faire preuve de miséricorde envers des animaux nouveau-nés. C'est dire l'ampleur de cet anthropomorphisme juridique. Les exemples ne manquent pas. À Pont-de-l'Arche, un verra, un mâle adulte, est jugé pour avoir tué un cerf. Sa sentence ? Il finit sur le bûcher
une peine réservée aux hérétiques et aux grands criminels. À Abbeville, c'est un taureau qui blesse gravement un laboureur. Pas de procès en bonne et due forme ici, mais une exécution tout aussi symbolique. On le jette dans la Seine, lesté d'un gros caillou autour du cou, une sorte de noyade judiciaire. Ces histoires nous montrent à quel point la frontière entre l'homme et la bête était floue dans l'esprit médiéval, du moins sur le plan légal. Changeons de tribunal, car la justice médiévale ne se contentait pas de juger les gros animaux. Les tribunaux ecclésiastiques, eux, ne s'occupaient pas de meurtres, mais de nuisances, souvent perçues comme des attaques spirituelles. En 1480, à Autun, les Charançons ravagent les récoltes de blé. Un fléau économique, bien sûr, mais aussi une épreuve divine. L'évêque, ni une ni deux, convoque les bestioles pour hérésie contre la récolte. Oui, vous avez bien entendu, des Charançons accusés d'hérésie. Et le plus beau, c'est qu'un avocat est même nommé pour défendre ces petits coupables, au cas où elles ne se présenteraient pas, ce qui, avouons-le, était fort probable. Le verdict ? Excommunication collective, à moins qu'elles ne quittent les champs sous 8 jours. Une injonction divine, censée les faire fuir par la peur de l'anathème. On retrouve des cas similaires partout en Europe. À Lausanne, en 1451, des sauterelles sont exorcisées. À Mamirol, en 1587, ce sont des rats qui sont placés sous interdit, comme des paroissiens récalcitrants. Ces procès, même s'ils ne se terminent pas par une pendaison, révèlent une mentalité où l'ordre divin s'appliquait à toutes les créatures, et où l'Église se voyait le droit d'intervenir même dans les affaires de la nature. Faisons un petit détour maritime, juste pour le plaisir de l'insolite. 1596, le Parlement de Provence, une institution juridique des plus sérieuses, signifie une assignation à comparaître, à des dauphins. Leur tort, briser les filets des pêcheurs. Une catastrophe économique pour ces communautés côtières dont la survie dépendait de la pêche. On convoque donc ces mammifères marins en leur adressant une bénédiction d'éloignement. Pas de peine de mort ici, juste l'ordre formel de se pousser, de quitter les eaux des pêcheurs. On espérait sans doute que Dieu, ou du moins les dauphins, passeraient le message. On imagine la scène. Un huissier de justice lisant l'assignation au bord de l'eau, face à l'immensité de la mer, espérant que les cétacés, quelque part au large, entendent et comprennent. Un mélange de pragmatisme désespéré et de foi inébranlable dans la puissance de la parole divine. Alors, pourquoi diable ces procès, qui nous paraissent aujourd'hui si étranges, si décalés? Il y a 2 raisons majeures, profondément ancrées dans la mentalité et la réalité du Moyen-Âge. La première, c'est la promiscuité. Imaginez les villes et les villages médiévaux. Il n'y avait pas de trottoir, pas de clôture, pas de règles d'urbanisme strictes. Les cochons, les chèvres, les volailles, les chiens, les chats, tous vivaient en liberté dans les rues, se nourrissant des déchets, déambulant au milieu des habitations. Et les gamins aussi, laissés souvent sans surveillance dans ces environnements dangereux. Le résultat ? Des accidents constants, des morsures, des blessures, parfois des décès tragiques. Face à ces drames à répétition, la justice devait réagir. Elle ne pouvait pas se contenter de hausser les épaules. Il fallait calmer le jeu, rassurer la population, montrer que l'ordre était maintenu et que les coupables, quels qu'ils soient, seraient punis. Ces procès étaient donc une réponse pragmatique à un problème social aigu. La deuxième raison est plus profonde, plus théologique. C'est la vision du monde médiéval. Dans cette époque, le péché n'était pas l'apanage exclusif de l'homme. La vision chrétienne de l'époque concevait un cosmos ordonné par Dieu, où chaque créature avait sa place. Si une bête sortait de son rôle, si elle commettait un acte jugé répréhensible, c'était une désobéissance à l'ordre divin. On considérait que l'animal, en tant que créature de Dieu, possédait une forme de volonté, et pouvait donc être tenu pour responsable de ses actes. Il était, d'une certaine manière, une personne juridique,
capable de culpabilité. Pendre une bête, la juger, c'était donc bien plus qu'une simple punition. C'était un acte symbolique fort, une manière de réparer la brèche ouverte dans le cosmos par l'acte impie de l'animal. C'était une façon de restaurer l'équilibre entre le monde humain et le monde divin, de réaffirmer la suprématie de l'ordre établi. Ces procès n'étaient pas des affaires discrètes, traitées à huis clos, loin de là. C'étaient de véritables spectacles publics, des mises en scène théâtrales destinées à frapper l'imagination collective. La foule était toujours présente, les cloches de l'église sonnaient, des processions pouvaient à même accompagner le condamné. L'exécution elle-même devenait un rituel social, une performance civique. Ces événements rappelaient à chacun qui commandait, réaffirmaient la hiérarchie sociale et divine. Ils servaient aussi à culpabiliser les éleveurs négligents, ceux qui laissaient leurs bêtes vagabonder sans surveillance. Le cochon, dans ces drames, devenait un véritable bouc émissaire à quatre pattes. Il payait pour l'angoisse collective, pour les peurs profondes de la communauté face à l'inconnu, face à la violence, face aux accidents qui pouvaient frapper à tout moment. En punissant l'animal, on purifiait la société. On restaurait un sentiment de sécurité, même illusoire. C'était une catharsis collective, une façon de gérer l'inacceptable par un acte de justice, aussi étrange fût-il. Alors, si cette histoire vous a fait froncer les sourcils, si elle vous a épaté ou même fait rire jaune par son côté tellement décalé, n'hésitez pas, tapez curieux en commentaire et surtout, likez et abonnez-vous. Car croyez-moi, les tiroirs du Moyen-Âge regorgent encore de procès bien plus bizarres que celui-ci, et j'ai hâte de vous les raconter. Mais toutes les bonnes, ou étranges, choses ont une fin. Au XVIIe siècle, la mentalité commence à changer. L'ère des Lumières approche, la science progresse, et la vision de l'animal se transforme. Les bêtes ne sont plus perçues comme des sujets moraux capables de volonté et de péché, mais plutôt comme des biens, des propriétés, des outils ou des ressources. On les vend, on les achète, on les exploite, mais on ne les juge plus. L'idée d'un animal capable de préméditation ou d'hérésie devient de plus en plus absurde aux yeux des juristes et des philosophes. Le dernier grand procès d'animal a lieu à Pont-de-Vel en 1750. Un âne est accusé, on ne sait plus trop de quel crime, mais il est relaxé. Et la raison de son acquittement est tout simplement hilarante. Il est relâché grâce à son bon caractère. Une preuve que même la justice de l'époque commençait à trouver ces affaires un peu ridicules. Après cela, c'est le silence. Le Code Napoléon, au début du XIXe siècle, viendra sceller définitivement cette évolution en rangeant les bêtes et les meubles dans la même catégorie juridique, celle des objets. L'anthropomorphisme judiciaire, cette étrange période où l'homme et l'animal se rencontraient devant les tribunaux, s'éteint pour de bon. Alors, la prochaine fois que vous croiserez un cochon, que ce soit dans un conte médiéval, au détour d'un chemin de campagne ou même dans une BD, souvenez-vous de cette histoire. Souvenez-vous qu'autrefois, il aurait pu finir sur la potence, non pas pour être cuit et dégusté, mais pour avoir trop goûté à l'humain. Ces procès, avec leurs bizarreries, nous disent finalement moins sur la bestialité des animaux que sur la bêtise criminelle, ou plutôt la complexité et l'angoisse, des hommes médiévaux. Des hommes bien décidés à maintenir l'ordre du monde, coûte que coûte, même s'il fallait pour cela tuer une truie sur la place publique. C'est une plongée fascinante dans une époque où la justice était un miroir de nos peurs, de nos croyances et de notre perception de notre place dans le grand ordre des choses. Et vous, connaissez-vous d'autres histoires où la justice a dérapé d'une manière aussi insolite ? Balancez-les en commentaire. Partagez cette vidéo à un ami qui pense tout savoir sur le Moyen-Âge, il sera sûrement bluffé. Et à très vite pour un nouveau plongeon dans les archives folles de l'histoire.